Bienvenue. Merci à tous et toutes d'être là si nombreux et nombreux. On est là dans le cadre d'un projet de SOS Racisme qui s'appelle Salam Shalom Salut. Donc je laisserai mes camarades présenter tout à l'heure. Juste rapidement, SOS Racisme, c'est une association qui existe depuis 1984. On fait beaucoup d'éducation populaire, on va surtout dans les collèges et les lycées pour des modules de sensibilisation. On fait aussi beaucoup d'accompagnement juridique des victimes de racisme et on organise des événements de mobilisation militante comme ce soir. Donc voilà, et merci à celles et ceux qui ont pu participer à cette soirée. Et voilà, il y a un comité qui est en train de se créer ici à Toulon, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller vous inscrire après. Tout à l'heure, il y a une petite fiche là-bas. Et avant que du coup mes camarades se présentent, je vais laisser la parole aux partenaires de l'étape qui ont aussi permis que cette soirée soit possible, donc notamment le collectif Migrants 83, si il y a une personne du collectif qui veut venir expliquer un peu l'objet du collectif. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux, d'avoir bravé la pluie. On s'est dit il n'y aura personne, mais bon, non, vous êtes là, donc tout va bien. Donc je vous dis deux mots du collectif Migrants, après c'est juste une petite présentation. D'abord, avant que j'oublie, j'ai mis un tableau au fond de la salle sur lequel vous pouvez indiquer votre adresse courriel si vous voulez recevoir les informations du collectif Migrants. Après, si vous voulez recevoir les informations du groupe local de Toulon SOS Racisme, vous pouvez vous marquer aussi. Et puis Madi, elle a fait un tableau spécifique pour les adhérents, les futurs adhérents de SOS Racisme. C'est ça, Madi? Non, c'est pas les adhérents, c'est les militants. Mais oui. Ah, elle a raison. Excusez-moi, Madi. Les militants de SOS Racisme. Donc voilà, je vous dis deux mots du collectif Migrants. Le collectif Migrants, il est fort de ses composantes. Et donc, il y a tout un volet qui est le plaidoyer, la démarche auprès des institutions, la préfecture et le département. Et puis, l'organisation d'événements comme celui-ci, d'événements rencontres, on aime bien ça. Et puis, on fait pas mal de ciné-débats, de ciné-rencontres. On fait des conférences, entre autres dans le cadre du comptoir des idées. Et puis... l'autre volet, c'est le volet aide pratique auprès des migrants. Donc il y a nos amis de la CIMAD, Aline, qui est là. Ils font du conseil juridique. Ils tiennent une permanence une fois par semaine. C'est où, au Temple? Oui. Le lundi, oui, l'église protestante, 5 bis rue d'Entrechaux. On rentre par le jardin. Il faut prendre des notes. Hein. Et après, il y a nos amis de Welcome Var, qui sont là aussi, qui eux hébergent les demandeurs d'asile qui ne sont pas hébergés par l'État, alors qu'ils devraient l'être. Et puis il y a nos amis de l'autre CNU, que je ne vois pas parce que Mireille est partie, qui héberge, qui prend en charge et qui fait scolariser les mineurs non accompagnés, dont la minorité n'a pas été reconnue par l'aide sociale à l'enfance, et qui, sans l'autre CNU, et sans le réseau du collectif Migrants, se retrouverait très souvent à la rue. Après, je ne vais peut-être pas citer toutes les organisations qui composent le collectif Migrants. Je vais citer les copains qui sont là. Donc il y a Amnesty, la CIMAD, je l'ai déjà dit, il y a ATTAC, Jean-Louis, il y a Réseau Éducation Sans Frontières, Christian, il y a l'ALDH, Toulon TPM, Roland. Et qui, j'ai oublié là? Ah, voilà, le CATI. Alors le CATI, en plus, le CATI, lui aussi, il fait du conseil auprès des migrants. Mais le CATI, c'est le comité d'aide des travailleurs immigrants. Donc c'est une émanation de l'union locale de la CGT Toulon. Et donc ils font du conseil juridique sur le droit du travail. Donc voilà, ça c'est hyper important. Qui j'ai oublié encore? Personne? Vous voulez rajouter quelque chose, les amis? Non? C'est OK? Donc voilà. Ah si, je vais remercier Madi et Christian Godmet, parce que c'est grâce à eux qu'on est là ce soir. Madi a demandé à Christian s'il connaissait une salle pour le 9. Il a dit, mais c'est le jour de la réunion du collectif Migrants 83. Je vais demander aux copains du collectif Migrants 83 s'ils sont d'accord pour ne pas faire la réunion et faire cette rencontre.
Donc merci à tous les deux. Merci. Alors je sais aussi qu'il y a d'autres collectifs et associations qui sont présents et présentes. Si ça vous va, comment on va faire, mes camarades ils vont se présenter, ils vont présenter le projet, etc. Et puis après il y aura un temps d'échange où j'inviterai aussi les personnes d'autres collectifs ou d'autres organisations à parler un peu de ce qu'ils font et éventuellement à donner aussi un témoignage de la réalité ici aussi associative à Toulon. Donc voilà, si ça vous va, on peut faire comme ça. Du coup, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je me présente très rapidement. Je suis Sacha Algan. Du coup, je suis chef de projet Salam Shalom Salut, qui est un projet du coup d'SOS Racisme. Et je suis militant SOS Racisme depuis 8 ans environ. Et très content d'être à Toulon. On est un peu fatigué. On était à Marseille avant. On n'a pas beaucoup dormi. On n'a pas beaucoup profité du soleil parce qu'on n'avait pas. Bizarrement, quand on est dans le sud. Voilà, la météo. Et c'est la pluie, quoi, c'est tout simplement, voilà, c'est plombant. Donc on est content d'être avec vous ce soir. On va du coup vous présenter un peu du coup, le projet Salam Shalom Salut. On va se présenter aussi et après il y aura un temps d'échange avec vous pour qu'on puisse discuter parce que le but, je pense aussi, en venant dans votre localité à Toulon, c'est de discuter avec vous, d'entendre ce que vous avez à dire, d'entendre aussi parler de vos préoccupations aussi, qui sont certaines à mon avis, hein, au vu de vos députés. Et de peut-être votre future maire, donc, Madame Lavalette. Ah non. Voilà. Alors, il y a eu peut-être et futur, peut-être. C'est pas, genre, j'ai pas dit, elle va être élue, etc. Mais, évidemment, mais c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, et c'est pour essayer aussi de créer les conditions de l'unité, qui sera certaine, à mon avis, pour vous ici, et aussi... Pardon ? Non, je dis c'est pas parce qu'il fait pas beau qu'il faut être désagréable. Ah non, mais... Et de créer aussi les conditions nationalement, parce que on le sait aussi, il y a d'autres échéances qui arrivent, il y a la question des présidentielles, et je pense que ça doit venir du bas et que ça partira du bas. Donc je suis là dans le cadre du coup du projet Salam Shalom Salut, donc très rapidement, un projet créé par une SOS Racisme en 2018, suite à l'assassinat de Mary Knoll, donc vieille femme juive qui a été assassinée parce que juive, et de Saïd El Barkawi qui a été tué au cri de sa reculée d'arabe. Et donc il y a 2 jeunes de l'association qui ont voulu créer un projet justement de vivre ensemble, qu'ils ont appelé Salam Shalom Salut, donc un juif et un arabo-musulman. Évidemment on a élargi, sinon Charles Léman ne serait pas là devant vous ce soir. Donc on a voulu justement faire un projet qui était beaucoup plus représentatif de la jeunesse française. On dit, nous, à SOS Racisme, beaucoup qu'on a un projet de société, qu'on a un idéal de société et qu'on veut montrer la France dans sa diversité à l'image de ce qu'elle est concrètement. Donc on a élargi le projet parce qu'il y a évidemment des préoccupations qui sont multiples et qui ne sont pas que celles de l'antisémitisme et de l'islamophobie dans ce pays et du racisme que peuvent subir les arabo-musulmans. Et donc on a commencé sur de France depuis 3 mois maintenant. On est sur du coup la dernière étape en province de ce Tour de France. Donc on finit à Toulon. J'espère qu'on va finir en beauté quand même, je l'espère, malgré la pluie. Avec peut-être des bonnes nouvelles aussi, après le premier tour ici. Donc une Laure-la-Vallée qui sera battue dans les urnes, je l'espère. Voilà un peu de positivité, je vous donne. Et donc on est très content d'être parmi vous ce soir dans le cadre de cette 7e édition-là, qui malheureusement aussi a un coup d'urgence. Parce que on a aussi constaté qu'il y avait le retour du coup des crimes racistes dans notre pays, chose qu'on avait connu, connu pas nous directement, mais les antiracistes dans les années 80-90. Là, les chiffres, c'est quand même sur les 12 derniers mois, une dizaine de crimes racistes. Il y a tout à l'heure notre camarade Nassim, qui est le cousin de Jamel Benjabala, Jamel Benjabala qui s'est fait écraser et rouler dessus 4 reprises par son voisin qui est du coup l'ex de sa conjointe, de sa compagne, qui était un néo-nazi tout simplement, et qui l'a assassiné, qui l'avait harcelé pendant 3 années en mettant des têtes de cochon devant chez lui, etc. Donc évidemment il avait porté plainte, évidemment il avait alerté les autorités, mais il ne s'est rien passé, encore une fois. Et donc c'est dans ce cadre-là, dans cette urgence-là aussi qu'on prend la parole devant vous ce soir et qu'on fait ce Tour de France-là, et que du coup il y a cette 7e édition de Salam Shalom Salut. On espère faire changer les choses, évidemment, en rencontrant des partenaires, en rencontrant les associations, les syndicats, qui font vivre le vivre ensemble partout en France, et parce qu'on pense aussi que la condition sine qua non, justement du changement et du fait que aujourd'hui il y a une urgence à créer de l'unité, à créer aussi un front large antiraciste, un front large qui prend en compte toutes les questions qui sont inhérentes aussi à notre camp politique, donc la gauche. Ça se crée aussi par ceux qui font vivre l'égalité, ceux qui font vivre justement tous ces combats-là. Et donc ça doit partir du bas, évidemment, et que malheureusement aussi on a adressé un autre constat, les politiciens aujourd'hui qui sont dans notre camp politique
ne sont plus les relais qu'ils ont pu être politiques et médiatiques de nos revendications, de nos préoccupations. Et donc c'est pour ça qu'il y a urgence, parce que en fait, si on veut créer l'unité pour 2027, il faut créer les conditions de l'unité. Ça marche comme ça normalement, je crois. Et donc il faut créer les conditions de l'unité, et ça passe aussi par le fait que on arrive à recréer des écosystèmes militants, des écosystèmes antifascistes qui sont à la hauteur de l'urgence dans notre pays aujourd'hui. Donc je me présente moi un peu plus en profondeur. Moi je suis Sacha, du coup j'ai 22 ans, je l'ai dit. Je viens de Mantes-la-Jolie dans 78 et j'ai commencé moi le militantisme très très tôt. J'ai commencé le militantisme moi à 14 ans, à Mantes-la-Jolie, à la suite de l'arrestation massive de camarades à moi. Donc 156 lycéens qui ont été mis à genoux, les mains sur la tête. Mon frère en était, je me suis pas réveillé ce matin-là pour vous dire, donc sinon j'aurais été arrêté complètement. Je n'ai pas été mis à genoux 3 heures, les mains sur la tête, sous la pluie, tenu en joue LBD. Certains d'ailleurs se sont fait tirer dans le dos quand ils étaient à genoux, les mains sur la tête. C'est des images que vous avez sûrement vues, c'est des images qui ont beaucoup tourné, qui ont même été jusque dans la presse internationale, etc. En Asie, je peux dire à quel point ça les a choqués. Et c'était choquant, avec un policier qui disait dans une vidéo d'ailleurs, voilà une classe qui se tient sage, on va montrer ça à leurs profs, ils n'ont jamais vu ça, ou on est des sauvages. Et donc l'idée c'était en fait de me dire, Sacha, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu fais partie d'un collectif militant, tu fais entendre ta voix? Parce que évidemment, moi je suis du coup marocain ivoirien, j'ai toujours eu conscience qu'il y avait des problèmes, je ne savais pas forcément les nommer, je ne savais pas forcément ce que c'était, mais il fallait aller vers une autorisation certaine pour parler, pour faire entendre ma voix, ma parole, et dire que ce qui s'était passé, c'était pas possible, et d'autres choses qui s'étaient passées n'étaient pas possibles, ou je me donne à des exactions, et je vais leur montrer que ce qui s'était passé aussi, encore une fois, ce n'était pas possible. Donc j'ai fait un choix, c'est pour ça que je suis devant vous ce soir, évidemment. Donc j'ai choisi la voie du militantisme et de l'engagement, et c'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui de partager la table avec mes camarades qui sont là, qui vont se présenter et qui vont poser aussi un constat et qui vont parler un peu de leur récit de vie. Voilà pour un peu introduire le projet, vous parler un petit peu de moi, peut-être un peu plus en détail, mais voilà pour commencer, pour introduire la soirée. Merci de votre attention. Bonsoir à tous, donc moi je m'appelle Charlie, j'ai 21 ans. Moi je suis née en Franche-Comté, à Belfort, dans l'est de la France, qui aussi là-bas fait face à un racisme fort, mais aussi fait face à une politique de droite très forte. Donc là on est en ce moment même dans les municipales, on est face à un candidat du RN qui a été mis en avant pour avoir proféré des propos racistes et xénophobes, mais qui pour autant sera dans les bulletins de vote très prochainement. Moi je suis d'origine de la Guadeloupe, de mon père et de la Nouvelle-Calédonie de ma mère, et je me suis engagée notamment par rapport aux événements qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a eu plein d'émeutes qui se sont passées en Nouvelle-Calédonie en mai 2024, des suites d'une volonté politique de dégeler le corps électoral de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous on est régi par des provinces du Nord, province du Sud, et province des îles. Et l'aspect de ces élections de province, c'est de mettre en avant justement l'aspect culturel de la Nouvelle-Calédonie. Donc très fort chez les autochtones calédoniens. Kanak, pardon. Et le fait de donner cette possibilité de dégel de corps électoral, ça remet en question les accords de Nouméa qui ont eu lieu en 1988, des suites des premières émeutes qui ont eu lieu en avril 1988. Ces émeutes, elles ont conduit à 19 morts, 19 indépendantistes Kanak morts, dont la mort est encore aujourd'hui remise en question. Et en juin 2024, mon oncle a été arrêté et en 24 heures, il a été jugé en Nouvelle-Calédonie et déporté en France. Il faut savoir aussi qu'en plus de la déportation donc de 11 indépendantistes Kanak dont mon oncle, il y a eu aussi 3 déportations de civils Kanak qui ont été déportés parce qu'ils sont Kanak dans un premier temps, mais parce que surtout ils se battaient contre une réforme qui en fait n'est pas acceptable en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. On est très différent des Antilles parce que justement on a une culture très différente et qui est très forte chez nous, et qui malheureusement depuis 1853, au moment où on a été colonisé, n'a pas été respectée par les colons. Aujourd'hui c'est très difficile aussi pour les autochtones Kanak de faire face à ça. Quand mon oncle était en prison, au niveau politique, les seules personnes qui sont présentées au pied de la prison sont des personnes de LFI, notamment Raphaël Arnaud, et aucun camp de gauche ni de droite n'est venu le voir. Et ça c'est quelque chose que j'ai fait face et qui en dit long déjà sur en France comment les Outre-mer sont traités, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il faut savoir que les loyalistes, donc les personnes qui sont contre politiquement l'indépendance, sont des personnes des républicains, donc c'est la droite en fait, et les milices qui ont été créées pendant ces émeutes
sont des milices qui ont été créées par le secrétaire général de la province du Sud, qui est aussi de droite. Donc c'est des milices qui servaient justement pendant ces émeutes à faire très concrètement des ratonnades dans toute la Nouvelle-Calédonie et à tuer des jeunes Kanaks qui venaient protester justement contre le dégel de corps électoraux. Et donc mon oncle a été emprisonné pendant près de 1 an, donc il est ressorti en juin 2024. Et lui, en fait, il a fait un choix qui en fait a fait beaucoup écho à ce que je fais aujourd'hui. Il a fait le choix en fait avec ses camarades, dès qu'il en a eu la possibilité de les rejoindre, de faire le tour de la France lui aussi, et justement de mettre en avant cette question-là qui est être aujourd'hui en France un Calédonien, être aujourd'hui en France quelqu'un des Outre-mer. Et c'est pareil en fait pour toutes les personnes aujourd'hui qui quittent leur foyer pour justement essayer de trouver une vie meilleure, mais qui font face justement à une politique française qui en fait ne les met pas assez en avant. Parce qu'aujourd'hui en tant qu'Antillais, aujourd'hui en tant que Kanak, en fait on n'est pas considéré comme français. Aujourd'hui on paye des choses beaucoup plus chères qu'en France, déjà qu'en France c'est très cher. Alors en Nouvelle-Calédonie c'est encore pire, en Guadeloupe c'est encore pire, en Martinique c'est encore pire. Et aujourd'hui, si en tant qu'Antillais on décide de se dire en fait que c'est plus possible qu'on vive comme ça et qu'on vienne voir le préfet par exemple, comme ça a pu se passer en Martinique, notamment avec Rodrigue, qui a fait le choix de se mettre aux portes de la maison du préfet pour faire entendre sa voix et qui en janvier a été mis en prison après parce qu'en fait finalement il a un peu trop ouvert sa gueule, j'ai envie de dire. C'est ce genre de choses-là qui se passe partout dans les Outre-mer. C'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, c'est ce qui s'est passé en Martinique. Et en fait c'est une question qui a fait écho dans ma vie et je me suis dit en fait c'est pas possible que moi, même si je suis en France, en fait j'ai des origines qui sont fortes. Depuis toute petite, ma mère me parle de politique d'outre-mer. Ma mère me fait savoir en fait l'importance que c'est aujourd'hui, la fierté que c'est aujourd'hui d'être quelqu'un des Outre-mer. Et donc de par ce projet, je me suis dit que c'était important en fait qu'aujourd'hui, c'est un projet qui nous représente tous, donc toute la société. Donc si elle nous représente en tant que société française, elle est censée me représenter aussi. Donc c'est important pour moi aujourd'hui d'être devant vous et de parler de la question des Outre-mer, mais aussi de prendre conscience aussi de votre réalité, parce qu'on fait face quand même à une candidate du RN qui, si je ne me trompe pas, est née dans ce camp politique-là qu'est le RN, de par ses parents déjà, et qui aujourd'hui, je crois, si je ne me trompe pas, sur son kit de communication ne fait pas apparaître le logo du RN et se dit ne pas être encarté, alors qu'il ne faut pas être bête, hein. On a juste à regarder ce qu'est sa famille, on sait très bien de quel camp elle est, donc c'est important. Hein, elle est députée. Exactement, et elle est députée du RN, donc et porte-parole. Exactement, donc c'est pas très compliqué de comprendre de quel camp politique elle est, et juste regarder son programme aussi, on peut comprendre très bien qu'est-ce qu'elle met en avant. Donc, Le Pen est venu la soutenir. Voilà, une chose de plus encore. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important pour nous aujourd'hui de pas remercier. Je pense aussi que c'est important de remercier Agathe, qui aussi est venue nous voir justement pour nous parler de cette question-là, de cette réalité qu'il y a à Toulon, et donc de l'importance aussi pour nous, en tant qu'antiracistes, d'être présents dans votre ville, dans ces échéances-là que sont les municipales, et c'est très important de le faire, parce qu'aujourd'hui aussi on a des politiques qui, donc moi je ne vous l'ai pas dit, mais je suis étudiante en communication, on a des politiques aujourd'hui qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent les médias pour mettre en avant leurs programmes racistes, xénophobes, sexistes, et j'en passe. On a Libé qui a très récemment mis en avant une enquête justement qui mettait en avant 26 candidats quand même qui se présentent pour les municipales partout en France et qui ont soit dans leur liste de candidats des personnes qui ont proféré des propos racistes, xénophobes, sexistes, homophobes aussi. Donc c'est comment aussi nous, de part en venant dans ces villes-là et en mettant en avant ce genre de choses, en fait on essaie de voir avec vous aussi comment c'est possible de changer les choses. Voilà, merci à vous. Bravo. Bonsoir à toutes et à toutes. Alors moi je m'appelle Agathe, j'ai 22 ans et je suis militante SOS Racisme au comité de Paris. Mais avant d'être à Paris, j'habitais ici, j'habitais à Olioul et j'ai été scolarisée à Toulon et à la Seine-sur-Mer au collège et au lycée. Et donc forcément j'étais aux premières loges de ce qui se passe dans nos établissements scolaires aujourd'hui. On a intervenu dans des lycées toute la journée aujourd'hui avant de venir vous voir. Je peux vous dire que c'est pas terminé. Il se passe toujours la même chose que quand j'y étais, c'est-à-dire une banalisation des propos discriminatoires à l'endroit même où on devrait s'éduquer à ces sujets-là. Moi, quand j'étais en terminale, j'ai une amie qui a posté en story sur Snapchat Hitler, il s'est trompé, il aurait dû prendre les Arabes. Voilà.
Donc moi, voilà, mon engagement, il est venu de là. J'ai rejoint SOS Racisme un petit peu par désespoir au début, hein, et puis j'ai rencontré des personnes qui partageaient le même mode de pensée que moi. Ça m'a rassurée, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il est partagé par le monde entier. Surtout ici, à Toulon, vous le savez, je vous l'apprends pas, hein, des idéologies discriminatoires, c'est quasiment culturel. Elles sont propagées de père, mère en fils, fille, d'où la normalisation de ces discours-là. C'est des sujets dont on entend très 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 peu parler, même dans le paysage politique local. Et encore une fois, on vous invite à partager vos témoignages aussi sur le sujet, parce qu'en fait, on baisse les bras, et on ne devrait pas baisser les bras, parce que l'extrême droite, elle prend l'espace médiatique, elle prend l'espace public, et en plus, elle parle de ces sujets-là, même à échelle locale. Donc voilà, c'est très important de ne pas baisser les bras, je voulais vous parler de ça. Le Var aussi, on vous a parlé tout à l'heure de crimes racistes, on pourra revenir après tout à l'heure sur les chiffres et sur la réalité aujourd'hui en France, même si j'espère que vous êtes à l'aise avec ça. Le Var, c'est l'assassinat de Hichem Miraoui à Puget-sur-Argence il n'y a même pas 2 ans. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Hichem Miraoui, c'était un coiffeur tunisien de Puget-sur-Argence qui a été tué de 5 balles par fusil par son voisin pour la simple et bonne raison qu'il était musulman et tunisien, donc maghrébin. C'est un crime qui a été revendiqué par le voisin en question, par des posts sur Facebook, qui a invité à voter pour l'extrême droite et qui a invité à expulser les immigrés aussi. Bon, pour le coup, lui, il ne l'a pas expulsé, hein, il a fait pire. Et donc voilà, je voulais vous rappeler la gravité en fait des propos discriminatoires, aussi des préjugés qui mènent en fait à des crimes. Il y a des personnes qui passent à l'acte. Et c'est très 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 important de s'engager, notamment, moi par exemple je m'engage chez SOS Racisme, on a le projet Salam Shalom Salut, vous avez aussi des belles associations qui s'engagent pour ça. Je voulais aussi vous parler de la responsabilité qu'on a en tant que personne blanche. Moi je suis blanche, je suis athée, mes origines c'est à peu près tous les pays coloniaux auxquels vous pouvez penser. Et pourtant je porte le petit pin SOS Racisme et je suis là pour vous en parler ce soir. Parce qu'en fait, c'est des sujets qui devraient tous nous concerner autant que nous sommes, encore plus la gauche, puisque quand même, c'est des sujets qui sont l'essence même de la gauche. Et donc, ouais, on a une double responsabilité. La première, c'est de prendre conscience de nos privilèges quand on grandit dans le Var, et que donc, du coup, le racisme est structurel, et culturel et normalisé. Donc prendre conscience de comment on est traité, et comment on est traité différemment et de comment on parle de ces sujets. La deuxième responsabilité qu'on a, c'est de l'adresser. Et moi, je ne veux pas avoir une seule proposition politique dans le Var qui ne mentionne pas les sujets de discrimination. Parce qu'en fait, c'est notre responsabilité, et je dis bien notre, parce que quand je vois la non-diversité dans cette salle, on se parle entre nous, là. Et c'est extrêmement important d'adresser ces sujets. Il y a des personnes qui s'engagent, comme mes collègues qui sont ici, qui s'engagent par obligation parce qu'ils sont victimes, parce que leur simple existence est en fait un danger pour leur vie, pour leur existence. Et on peut aussi s'engager par conviction pour dire non, le racisme, l'antisémitisme, les discours de haine, le négationnisme, c'est contre mes valeurs, c'est contre la société que je désire, et c'est quelque chose qui me fait peur, et donc je ressens le besoin de l'adresser. Et de faire quelque chose de ce non, j'ai envie de dire non, quoi. On a pu l'entendre, du coup, il y a eu une présentation de part et d'autre, et surtout aussi le pourquoi du comment est-ce qu'on est là en fait, devant vous aujourd'hui. J'aimerais rajouter aussi que malheureusement, on est dans une situation où aujourd'hui, nous aussi en tant qu'antiracistes, et c'est vous dire, hein, pour certains qui connaissent peut-être l'histoire des SOS Racisme, où on a l'impression que très concrètement, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, pas de relais médiatique, pas de relais politique, mais aussi une volonté politique d'invisibiliser aussi nos sujets, une volonté politique aussi de beaucoup de gens à gauche qui pensent qu'on réussira à battre l'extrême droite en ne combattant pas l'extrême droite justement sur les sujets sur lesquels elle arrive à se faire élire, c'est-à-dire au-delà du pouvoir d'achat, la question de l'immigration et de l'insécurité. Et donc c'est la sécurité plus largement, je parle de la sécurité. Et donc c'est comment est-ce qu'on arrive nous justement à créer un rapport de force avec justement nos élus à nous
qui malheureusement, il faut le dire aussi, il y a plusieurs problèmes. Nous on fait 16 propositions pour des villes antiracistes, mais j'aurais presque envie de dire pour les présidentielles, on peut vous spoiler les propositions. Il y aura évidemment le fait qu'au-delà de la représentativité, il y a une réelle diversité, parce que c'est pas de mettre un noir, un arabe par-ci par-là, une personne de la communauté LGBT, mais c'est comment est-ce que aussi, en fait, parce qu'on veut changer la France et qu'on veut incarner et représenter les Français et les Françaises, on est capable aussi de faire en sorte que ça commence par les élus. Et ça, c'est encore un autre sujet. Et donc c'est comment est-ce qu'on va porter aussi tous ces combats-là. On a fait, je vous invite à regarder sur notre site internet, du coup, des propositions pour les municipales, pour une ville antiraciste. Donc on a 16 propositions pour que en fait, les choses elles changent, ou qu'en tout cas on reprenne nos sujets, parce qu'on a un petit peu feuilleté les programmes politiques de différentes listes de gauche et du nom de la gauche. Et autant vous dire que la question de l'antiracisme, c'est des choses qui passent à la trappe, la question de la lutte contre les discriminations, la question même peut-être, alors que nous, on a été initiateur d'un projet, d'un plan de lutte efficace contre le racisme qui a été testé à Sarcelles, justement, où justement il y a le salam, le shalom et le salut, si vous voyez ce que je veux dire. On a créé un projet qui s'appelle Pluratis, un plan vraiment de lutte contre le racisme et des discriminations qui est efficace et qui a porté ses fruits dans cette ville-là, qu'on a proposé à différents maires de gauche, qu'on a proposé aussi à des gens qui aujourd'hui sont en campagne, et on n'a pas reçu de réponse, on n'a pas eu de relais, on va dire, ou de retour par rapport aux mails qu'on a pu avoir, par rapport aux mails qu'on leur a envoyés, etc. Et donc c'est comment est-ce qu'aujourd'hui aussi on est capable de ramener de l'exigence dans notre corps politique qui est la gauche, qui malheureusement aujourd'hui, force est de le constater, décide de faire fi de l'antiracisme, décide de faire fi aussi de la lutte contre les discriminations et de l'antisémitisme. Et d'ailleurs, en parlant de la question de l'antisémitisme, il faut le dire aussi ce soir, il y a des gens aussi qui jouent des passions. Moi, je ne peux pas m'empêcher, par exemple, quand j'entends les dernières déclarations de Jean-Luc Mélenchon, de dire mais comment est-ce que c'est possible qu'on tienne des propos comme ça dans ce pays-là, quand on sait ce qu'a été l'antisémitisme dans notre pays. Et c'est ça aussi le problème, c'est comment est-ce que, justement, normalement, parce qu'on est capable d'ajouter des rapports de force, nous, en tant que militants antiracistes, et les antiracismes, pas l'antiracisme au bout de ses pompes et de sa condition, de faire entendre que en fait s'il y a des propos comme ça qui sont tenus, normalement ça ne devrait pas être possible et pas acceptable. Je ne sais pas si ça devrait être assez pour discréditer totalement tout un camp politique qui, quand même, faut le dire, a maintenu la gauche. Le NFP, je pense qu'on peut quand même envoyer des belles fleurs à la France insoumise, parce que je pense que l'état de notre pays il serait beaucoup plus catastrophique, et l'état de la gauche il serait beaucoup plus catastrophique aujourd'hui. Mais c'est comment est-ce qu'aujourd'hui aussi, on est capable de dénoncer, on est capable de dire que il y a des choses qui ne vont pas, et de ramener de l'exigence dans notre camp politique. Malheureusement, je voulais aussi parler de quelque chose qui est super important. Par exemple, après la mort de Quentin Durand, je vois quand même que dans notre pays, malheureusement, encore, on perd toutes les séquences médiatiques qui sont sur nos sujets, sur les questions des néo-nazis, qui impunément, en fait, depuis des années et des années dans notre pays, ça monte en flèche. Street Press l'a documenté, Libération l'a documenté, plein de journaux l'ont documenté sur le fait que aujourd'hui, il y a une montée des crimes racistes, et je pense que ça devrait toutes et toutes nous alerter. Le fait que aujourd'hui, ces gens-là, ils agissent impunément, et que presque limite, il y aurait une inversion de la charge. Nous, on a presque honte d'être antiracistes. Nous, on a presque honte d'être antifascistes et de dire qu'on est militant et qu'on agit et qu'on ouvre nos bouches et qu'on essaie de faire des choses et qu'on essaie de faire en sorte que les choses elles changent et que les digues elles tiennent, qu'il y a un vrai barrage antiraciste qui existe dans notre pays au-delà du barrage républicain, parce que vous aurez vu aussi comment malheureusement aussi dans des temps électoraux certains arrivent à se confondre avec une aisance déconcertante avec des gens qui ont tenu des propos racistes, avec des gens qui sont problématiques, etc. Enfin moi par exemple quand j'entends Jérôme Gage qui dit il n'y a pas si longtemps que ça qui compare sur l'humanité, qui dit pas forcément, mais qui compare presque, qui met au même plan le fait de porter une croix celtique et le fait de porter le voile dans des compétitions genre aux Jeux Olympiques. Je me dis mais comment est-ce que c'est possible aujourd'hui par exemple que les gens qui représentent normalement notre corps politique puissent tenir des propos comme ça, et ça dit beaucoup de choses de l'État aujourd'hui, de l'antiracisme et de comment est-ce que c'est porté aussi par ces gens-là. Donc il faut ramener de l'exigence, il faut qu'on arrive à créer les conditions justement du changement, et du fait que c'est à nous d'induire le rapport de force sur eux, c'est pas l'inverse, c'est pas à nous de se plier à leurs exigences, etc. Et c'est ce qu'on porte avec ce projet Salam Shalom Salut, c'est ce qu'on porte avec cette 7e édition, avec aussi peut-être la 8e édition, vu que c'est la dernière étape, je peux déjà aller dessus, qui sera autour des présidentielles, où évidemment on fera des propositions, mais surtout on sera partout là où les candidats seront, on sera partout là où les fascistes sont, parce que eux ils sont, nous on est partout où eux ils sont, mais eux ils ne sont pas où nous sommes, et donc c'est aussi ça qu'il faut rappeler, c'est ça qu'il faut dire, c'est que l'antiracisme a de beaux jours devant lui, parce que moi je tiens à le dire aussi, SOS Racisme on me dit beaucoup, c'est l'organisation vieillissante, etc. Ça fait 40 ans qu'on existe, on a l'impression que rien n'a changé.
Aujourd'hui, moi je vous le dis, on est une centaine de jeunes, 25 qui font partie de ce projet-là, une centaine de jeunes partout en France qui tiennent les comités, qui font en sorte de faire vivre l'antiracisme et de faire vivre le vivre ensemble. Et c'est pas facile aussi, c'est pas simple, il faut le dire aussi, il faut le dénoncer. Il y a aussi des générations des fois qui nous rendent pas la vie simple, qui nous rendent pas la vie facile. Il faut le dire aussi, quand ils nous font sagement comprendre qu'il faudrait qu'on ferme nos bouches et qu'on attende patiemment qu'ils aient pris leur place pour qu'on prenne la nôtre. Et donc nous on prend notre place, nous aujourd'hui on est devant vous. On essaie de faire en sorte que les choses elles changent, on essaie de porter une parole antiraciste, une parole antifasciste, de créer la convergence des luttes, de créer les conditions aussi, et de faire en sorte que tous ceux qui sont pour l'intersectionnalité trouvent leur place dans nos cadres de lutte. Voilà. Du coup, on va passer un petit temps d'échange. Et juste avant le petit temps d'échange, il y avait quelques organisations ou associations qui voulaient peut-être témoigner ou se présenter. Il y avait Isabelle, qui voulait peut-être parler un peu. Et puis, il y avait Benjamin, c'est ça, du collectif Fierté. Voilà, c'est ça. Je vous passe le micro, puis après, on peut passer plus à un échange avec les jeunes de SOS Racisme. Bon, bah déjà, bonjour à tous. Donc moi je ne représente pas forcément le collectif Fierté Toulon, je parle surtout en mon nom parce que déjà j'avais envie d'être là pour un événement de gauchiste, c'est quand même assez rare pour être souligné ici à Toulon, donc ça fait quand même sacrément plaisir. Et moi je suis secrétaire d'une association qui s'appelle la FPPF, qui est une association pour la fierté trans de Polynésie française, où on accompagne donc des personnes en transition, surtout qui viennent majoritairement des îles, parce que à Toulon, avec le port, du coup, les personnes, du coup, quand elles sont sur les îles, il y a souvent, pour effectuer des transitions, il faut souvent venir sur le continent, parce que c'est pas possible. Et aussi, on participe à ce qu'il y a une vie LGBT queer toulonnaise, sachant que, jusque-là, il y en avait peu, à part le Boys Paradise, mais qui, en plus, maintenant, a une réputation d'être un club où il y a majoritairement des hétéros, où c'est pas forcément un endroit qui est très très safe. Donc maintenant on a aussi on a créé donc des soirées queer et des soirées drag. Donc depuis un an et demi donc on participe à ça et on participe à la vie queer de cette façon-là, où on essaye aussi de représenter un peu nos réalités en tant que personnes queer. Sachant que moi c'est pareil, moi j'ai fait quasiment toute ma scolarité ici, moi je suis sur la Londe des Morts, donc je suis vraiment encore plus dans la campagne. Et j'ai fait ma scolarité ailleurs, et ça me tue de me dire que à l'époque où je pensais que mon coming out, il s'est bien passé, mais qu'au fur et à mesure ça allait s'améliorer avec le mariage pour tous que Hollande nous a tous vendus, etc., et que maintenant je me retrouve où au final j'ai sûrement encore plus peur pour mon existence et comment je peux être perçu dans la rue c'était il y a 13 ans. C'était il y a 13 ans, sachant qu'en plus on nous a survendu le débat, vraiment ça a été, vraiment la foire à la saucisse, moi ça a été vraiment mon premier gros choc politique, le mariage pour tous, où vraiment on a fait continuer les débats, et heureusement que Christiane Taubira a pu vraiment maintenir on va dire, le front, et que vraiment grâce à elle on a pu avoir ça, mais les débats ont duré éternellement. On a eu la manif pour tous dont Laure Lavalette est une fière participante, parce que oui, tant qu'à faire, hein. Et on sait qu'à Toulon, on a créé un centre aussi LGBT du coup depuis un an, mais on est très dépendant de la mairie, donc là les prochaines élections municipales, on est en plein dedans aussi. Oui, il faut bien voir que même actuellement, les établissements qui nous accueillent, on sait très bien qu'ils s'exposent à des risques parce qu'on effectue des shows de drague, et que forcément il y a des établissements qui sont pas forcément d'accord, qui vont dire que c'est pas forcément leur public, ou que ils ont un petit peu peur que il y ait des attaques, ou qu'il y ait des militants d'extrême droite qui viennent. Pour vous dire, on a fait un événement à la Seine dans un café-théâtre en février, et le directeur nous a raconté que on avait menacé d'annuler notre spectacle parce que des personnes d'extrême droite se sont intéressées, parce que sur l'affiche on avait noté que le spectacle était à partir de 12 ans, et donc du coup on nous a accusés de promouvoir de la pédophilie. Voilà, donc ça c'était un peu le plaisir. Je vous avoue que moi, à titre personnel, ça m'a presque fait plaisir de me dire qu'on avait nos premiers haters, c'est que visiblement on est en train de déranger, donc ça c'est une grande fierté à l'échelle locale. Et que moi en tout cas ça m'a redonné encore plus de peps de vouloir faire ce spectacle, et donc voilà, moi c'était surtout pour apporter ce témoignage là, et que nous on accompagne des personnes trans et on essaye de faire vivre en tout cas la culture queer
Et en tout cas, on a vraiment aussi notre collectif qui accueille beaucoup d'artistes queer, où on essaye un petit peu aussi de lutter contre la solitude des personnes LGBT. Donc voilà, c'était aussi pour ça que je voulais témoigner. Merci à tous. Merci. Merci. Sans vouloir te trouver du coup. Bonsoir à toutes et tous. Déjà, merci infiniment. Je renouvelle, on se l'est dit un petit peu plus tôt, mais pour l'invitation à participer à ce moment important ensemble et pour le courage qu'il faut aujourd'hui pour faire ce genre de soirée animée dans une ville qui est largement grignotée par l'extrême droite, où les idées ne sont pas forcément très populaires. Mais c'est bien de souligner l'importance effectivement de se mobiliser, et ça interroge, même si on a l'impression de savoir les choses, ça interroge quand même effectivement sur nos politiques publiques et sur le fait qu'on a peut-être raté certaines choses, donc un petit peu d'humilité, et effectivement reprenons à la base pour que derrière on puisse porter les propositions là où elles doivent être. Donc je m'appelle Isabelle Godefroy, je suis coordinatrice d'une association qui s'appelle le Pacte du pouvoir de vivre. Donc moi je coordonne en PACA cette association-là. Vous pouvez aller regarder sur internet ce que c'est, Pacte du pouvoir de vivre. En fait c'est une alliance de la société civile qui s'est créée post-Gilets jaunes en 2019. La volonté d'associations, d'ONG, de mutualités, de syndicats, de travailler ensemble à une société différente, plus égalitaire, plus juste d'un point de vue social, environnemental. Donc on se réunissant autour de la table, on a parlé des choses importantes comme le pouvoir d'achat, la lutte contre la grande pauvreté, du besoin des étudiants, le logement, l'environnement, la mobilité, etc. Et donc on a créé des propositions, une 60aine de propositions qu'on porte au niveau gouvernemental. Et donc j'entends bien tout ce qui a été présenté ce soir. Et donc on a créé des groupes locaux pour pouvoir porter ces propositions au niveau territorial avec les particularités territoriales, et ça résonne plus que jamais avec les municipales évidemment. Le but pour nous c'est le mercredi dernier on a animé dans cette même salle une soirée où on a parlé de ce qui intéresse les Françaises et les Français, a fortiori les Toulonnaises et les Toulonnais. Le pouvoir d'achat, la lutte contre la pauvreté, la sécurité. On a voulu parler de la sécurité pour ne pas laisser cette thématique au Rassemblement national, et déconstruire en fait des idées reçues, et notamment c'est en lien avec l'immigration, de cette petite ritournelle qu'on entend qui est détestable et qui n'est absolument pas la réalité des choses, la réalité du terrain. On a parlé environnement, on a parlé également discrimination et violence faites aux femmes et aux enfants, puisque là aussi on aurait beaucoup à redire. Voilà, ça nous interroge aussi pour les prochains candidats au municipal, d'avoir des programmes qui portent ce qui est vécu au quotidien, ce qui est caché au quotidien. Et j'ai envie de dire, il y a 3 lignes à suivre en fait qui devraient guider les politiques publiques, quelles qu'elles soient. Effectivement, la lutte contre toute forme de discrimination, et ça passe effectivement par le racisme. Il y en a d'autres, puisqu'effectivement il y a tout qui vient s'ajouter. L'environnement, parce que ça nous interroge aussi. On a une planète qui se réchauffe, et donc du coup c'est toujours pareil, ce sont les plus pauvres qui au bout vont avoir des difficultés. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quand je pense migrants, je pense aussi migration climatique. Et donc du coup, ça va interroger, parce que quand on va y avoir de plus en plus de flots de population qui vont vouloir vivre ou survivre parce qu'ils vont manquer simplement d'eau, comment on va faire? On ne sait même pas déjà accueillir, ne serait-ce que quelques personnes. On n'est même pas dans ce qu'on devrait faire, donc ça interroge quand même sur une vision de société qu'on porte. De toute façon, on n'aura pas le choix. Donc il vaut mieux anticiper, quoi qu'il en soit, que de prendre la vague quand elle va venir, parce que du coup, celle-là va faire mal. Et également le handicap, ça nous a été remonté à une soirée, on n'en parle pas suffisamment. Et donc quand on cumule être migrant ou réfugié, être handicapé, être une femme, être pauvre, venant d'un pays où c'est de plus en plus compliqué à vivre parce que manque d'eau, parce que manque... c'est souvent ça en fait. Donc du coup, voilà, c'est plutôt à nous de dire comment derrière on peut aider à ça. Là, on est certainement un public convaincu, tant mieux.
comment nous, en fait, on peut filer un coup de main. Voilà, moi, c'est le but de ma venue et je finis avec ça. C'est de prendre quelques éléments complémentaires pour pouvoir le remonter au pacte du pouvoir de vivre, pour pouvoir s'en saisir. Je fais partie aussi d'une liste politique qui est Toulon en commun, une liste de gauche, du coup, pour les prochaines municipales. Comment derrière, on peut prendre quelques éléments en plus pour pouvoir agir convenablement et voilà, sur le terrain. Voilà, merci. Bonsoir, Roland, Ligue des droits de l'homme. Je vais dire, parce que depuis samedi, nous appelons officiellement Toulon Métropole. Donc, voilà une petite annonce qui n'a pas beaucoup d'intérêt en soi, mais voilà, ça va simplifier les choses. Ligue des droits de l'homme est née d'une discrimination. Je ne vais pas vous faire l'article sur Dreyfus, officier de nationalité française et de confession juive, dans une vague importante de judéophobie et non pas d'antisémitisme, de judéophobie à la fin du 19e qu'on retrouve aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'objet du débat, je ne vais pas présenter plus que ça la Ligue. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est les éléments du contenu du programme Salam Shalom Salut, parce que comme je vois qu'il est soutenu notamment par la DILCRA, ça veut dire qu'il y a eu des axes qui renvoient aux 5 points, je crois, si ma mémoire est bonne, du déroulé des consignes, entre guillemets, de la DILCRA pour pouvoir avoir des soutiens dans le cadre de leur financement. Donc moi, voilà, je veux dire, ça m'intéresse. Je souhaite, sous une forme ou sous une autre, participer à Shalom Salut. Je fais quoi? Je vais avoir quoi? Est-ce que il y a des documents? Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est quoi la colonne vertébrale, pour finir en résumé rapidement, du programme, pour savoir comment on peut rentrer là-dedans ou utiliser des éléments pour compléter d'autres programmes? Nous, on a un programme qui s'appelle Stop Racisme, etc. etc. Voilà, quels sont les axes pour des complémentarités éventuelles dans l'action de terrain? On va prendre plusieurs questions. Bonsoir tout le monde. C'est pas vraiment une question, c'est quand même une intervention parce que on a beaucoup questionné, et à juste titre, le champ politique, parce qu'on est en pleine élection municipale, le champ politique par rapport à ce qui était proposé contre le racisme, contre les LGBT-phobies, voilà, et puis pour répondre aussi aux besoins des gens. Madame l'association pour le pouvoir de vivre a parlé de logement, à juste titre. Voilà. Moi, c'est vrai que dans ces élections municipales, j'ai plus entendu parler de grands projets au bord de l'eau que des questions de logement. Moi aussi, je suis sur une liste. Je suis sur la liste de la France Insoumise, la liste Union Populaire qui est avec la France Insoumise. Et dans cette liste, il y a évidemment le logement, qui est le premier point. Il y a une proposition importante qui est de créer 7000 logements sociaux. Mais il y a aussi, et je ne crois pas l'avoir vu sur d'autres listes, un point qui s'appelle lutter contre sexisme, racisme et LGBT-phobie. Il y a la création d'un observatoire des discriminations à Toulon. Il y a aussi un accueil digne, agir pour un accueil digne des migrants. Vous voyez, et là, je vous parle d'un papier qu'on est en train de distribuer. C'est pas ce qui est en ligne, c'est ce qu'on distribue aux gens. C'est le support papier. On dit aussi une ville engagée pour la paix. C'est un grand axe de notre programme. En plus du logement, en plus de l'accès aux soins, en plus de plein de choses qui sont proches des besoins des gens. Et si vous avez la curiosité d'aller sur le site, il y a le QR code qui permet d'aller sur le site. Vous verrez par exemple que dans le chapitre de lutte contre le sexisme, le racisme et les LGBT-phobies, il y a aussi, par exemple, décoloniser.
notre espace public. À Toulon, on a, derrière la porte d'Italie, le privilège d'avoir un monument à la gloire de l'Algérie française. Et oui, et qui, donc un monument qui est une gifle pour une partie de nos concitoyens qui sont d'origine algérienne et dont la mémoire, c'est celle de gens colonisés. Et c'est aussi une gifle par rapport à je dirais, la nécessité d'avoir des relations égalitaires avec nos voisins de l'autre rive de la Méditerranée. Et nous, à Toulon, on a un monument qui glorifie l'Algérie française. C'est un monument qui glorifie les martyrs de l'Algérie française. Parce que, voilà, c'est ça qu'on a aujourd'hui à Toulon, sans parler d'un certain nombre de rues. Hein. Il y a, pas loin de chez moi, une rue Bugeaud, voilà, par exemple. Voilà. Donc, nous, on pense qu'il faut le dire. Évidemment, on se fait insulter par les gens d'extrême droite. Eux, ça les met en rage. Parler à Toulon de décolonisation, de décoloniser l'espace, vous vous rendez compte, c'est absolument blasphématoire. On le met dans ce programme et il est en accès en ligne, il est aussi en distribution publique. Voilà, moi je crois que dans le combat que vous menez est un combat extrêmement noble, mais il faut qu'il soit mené aussi politiquement, par des forces politiques qui normalement sont faites pour ça. Y compris dans une ville comme Toulon. C'est pour ça que nous le faisons. Voilà, tout simplement. Merci. Juste si c'est possible de faire des interventions un tout petit peu plus courtes pour permettre à tout le monde de pouvoir parler. Voilà. Ouais, je vais commencer juste à répondre aux questions très rapidement et je vais directement aller sur la dernière intervention qui vient d'avoir lieu. Alors évidemment, du coup, on n'est pas un parti politique et vous aurez aussi compris qu'on n'est pas en tractation pour prendre la mairie de Toulon, donc je pense qu'on va rester sur le centre du sujet qui est la question de l'antiracisme, mais c'est évidemment en lien. Vous avez interpellé les monsieur, alors, il me semble juste par contre que je vous ai pas coupé, donc la décence quand même voudrait qu'on s'écoute parler, je pense que c'est la base d'un discours apaisé, je crois, hein. C'est ce qu'on m'a appris à l'école il n'y a pas si longtemps que ça, donc si on peut continuer là-dessus, ça serait intéressant et respectueux de toutes et tous ici qui attendent et qui lèvent la main sagement pour prendre la parole. Donc nous, avec SOS Racisme, à chaque fois qu'on crée des comités, on fait un recensement et on essaie de recenser au maximum, et ça fait même partie de nos propositions, donc d'une de nos 16 propositions pour une ville antiraciste, de cibler précisément les lieux ou les noms de rues, les places, etc., qui rendent hommage à des personnalités qui ont été problématiques. L'avenue Léopold II dans le 16e arrondissement à Paris. On a fait débaptiser la place Pierre-Sergent à Perpignan. On a été en combat pendant des mois et des mois et des mois contre Lou Alliot, qui est le maire Rassemblement National de Perpignan, pour faire débaptiser cette place-là. On a gagné et la place a été débaptisée. On essaie de réellement mener un combat et donc évidemment que ça, on ne l'oublie pas, mais encore, il faudrait essayer de savoir ce que l'on fait, donc on puisse avoir l'occasion de pouvoir le dire aussi, peut-être avant de nous dire ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est important en tout cas de toujours avoir en tête qu'il faut aussi mener ces combats-là, et c'est des combats que nous on mène à SOS Racisme. D'ailleurs, un combat qui a été mené par Clara, la camarade qui est juste là, qui vient de Perpignan. On a aussi du coup fait débaptiser l'avenue du Général Bugeaud à Paris. Donc voilà, pendant la guerre d'Algérie, crime contre l'humanité qu'il a commis, etc., des exactions, donc des meurtres et compagnie. On a aussi participé à faire, à visibiliser et à rendre hommage, aux Algériens qui ont été jetés dans la Seine le 17 octobre 61, parce que autant vous dire que c'était pas quelque chose qui préoccupait beaucoup les gens. Il y a cela encore 5 ou 10 ans, je crois. Alors certains, peut-être ici, ont déjà entendu parler et le savent, etc. Là, on est dans le maillage associatif, dans nos écosystèmes, évidemment qu'on parle de ces choses-là. Comment est-ce qu'on aussi, par contre, on arrive à être des relais aussi de drames qu'il y a peut avoir pour faire en sorte que les commémorations soient partagées aussi avec les lambda, avec les gens qui ne sont pas forcément militants, avec les gens qui ne sont pas au fait de tout ça. Donc le visibiliser. Donc évidemment, on mène ces combats-là et on a à cœur dans chaque ville où on va et on crée des comités, de faire en sorte de cibler les avenues, les places qui rendent hommage à des criminels de guerre, à des génocidaires, à des personnes qui sont problématiques, en phase avec nos revendications. Et d'ailleurs, même quand c'est le cas, si c'est sur d'autres sujets, on va contacter d'autres associations qui, elles, mènent ces combats-là, et on va les aider et être des partenaires pour faire en sorte que justement on puisse faire le travail qui est nécessaire à cet endroit-là. Juste pour revenir du coup par rapport à la discrète et compagnie, alors je commençais à ioniser dans ma tête à vous dire que je pourrais vous envoyer un rapport d'activité, ce que je ne vais pas faire, c'est une blague, mais par contre je peux vous expliquer ce que nous on fait concrètement quand on fait des étapes Salam Shalom Salut. Les étapes Salam Shalom Salut, pour un peu se rendre compte de ce que c'est à chaque fois
des interventions en milieu scolaire, parce que nous, on part du principe que c'est la sensibilisation qui compte. C'est que les jeunes qu'on a pu même rencontrer du coup cet après-midi, j'ai oublié le nom du lycée, Agathe. Merci beaucoup. Et donc, on est parti intervenir là-bas, du coup, devant 150, 130 lycéens avec qui on a discuté. Et on a parlé, en fait, concrètement de ce que c'est le racisme, les discriminations. Parce que déjà, c'est vous dire aussi que dans notre pays, malheureusement, alors qu'il y a une semaine qui est dédiée, donc la semaine d'éducation contre le racisme, les discriminations et l'antisémitisme, et qui est presque, avec des grandes guillemets, on va dire, obligatoire, et qui doit être dispensée par l'éducation nationale, qui est consacrée à ces sujets-là, donc ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, c'est vous dire aussi, pouvoir public, etc. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui on fait en sorte que cette semaine-là, elle soit, du coup, comment dire, elle soit investie par les équipes pédagogiques. Donc on est venu leur expliquer ce que c'était le racisme, les discriminations. Certains ne savent même pas ce que c'est. Certains ne savent même pas ce que c'est les discriminations. Et c'est vous dire aussi, l'état aussi de notre société aujourd'hui, c'est que les adultes de demain, les personnes qui seront mises en responsabilité, qui demain peut-être pourront discriminer au logement, pourront discriminer à l'emploi, etc., etc. Donc des combats qu'on mène aussi avec les testings de SOS Racisme, que assurément vous devez connaître, pour visibiliser la discrimination en France qui des fois est tue et qui est invisibilisée par certains politiciens. C'est tous ces combats-là qu'on mène en fait quand on fait des salut, c'est la sensibilisation, c'est la rencontre avec des partenaires, c'est l'organisation aussi de temps de débat et d'échange aussi avec les gens pour faire en sorte que déjà aussi les gens se rencontrent. Enfin, il y a des villes où on est allé quand même, où il y a des organisations, des collectifs militants qui se connaissent les uns les autres mais qui ne se voient pas, qui ne se parlent pas, qui ne créent pas justement les conditions, ce que je disais tout à l'heure, mais justement du changement et de la lutte. Parce que c'est collectivement qu'on arrivera à faire un front face au Rassemblement national. Alors je ne suis pas partisan du fait que c'est forcément le nombre. Je pense que si on arrive à parler aux bonnes personnes, on peut faire changer les choses. Et si on arrive justement à induire un rapport de force qui est fort et puissant, on peut faire changer les choses. Mais il y a quand même aussi des fois des situations qui sont complètement indécentes. Enfin, en fait, quand il y a des gens dans des collectifs qui sont 2, 3, etc. et qui essaient de mener le combat, évidemment que ça ne va nulle part, évidemment que ça ne produit pas forcément grand-chose dans la société et que malheureusement, l'extrême droite, après, elle a un pouvoir aussi pour faire parler aussi d'insécurité, faire parler de l'immigration à des gens qui, normalement, précisément, devraient dénoncer le fait qu'ils en parlent et qu'ils pérennisent là-dessus électoralement. Donc c'est ce que nous on porte en tout cas à chaque fois qu'on fait des salam, shalom, salut. C'est tout ça, c'est tout ce qu'on dit, c'est tout ce qu'on dénonce aussi. Et c'est en faisant en sorte aussi justement qu'à plusieurs endroits on vienne taper là où c'est nécessaire. Mais j'ai un petit peu aussi l'impression avec les témoignages de tout le monde aussi ce soir, qu'en fait il y a un grand besoin de taper partout. Et c'est ça aussi le problème, on ne peut pas tout faire, on n'est pas un parti politique, on n'est pas des politiciens, on est des militants antiracistes. Alors évidemment que en tant que militant, si on peut aussi aller taper à plusieurs endroits et porter plusieurs casquettes, on le fait. Et vous aurez compris aussi que sur la question de l'antiracisme, des discriminations et l'antisémitisme, la casquette elle est assez lourde déjà. Donc voilà. Oui, vous avez parlé beaucoup de l'extrême droite et un sujet qui revient beaucoup. Vas-y. Pardon. Un sujet qui revient beaucoup, une accusation de l'extrême droite, c'est le racisme anti-blanc. Alors ici, on sait à peu près tous que c'est pas quelque chose qui est scientifiquement défendable, mais je pense que cette accusation de racisme anti-blanc elle vient aussi de la part des personnes blanches d'avoir peur que justement la situation se retourne contre eux et qu'ils prennent la place en fait des personnes discriminées. Justement, ma question c'est comment on fait pour inclure aussi les personnes blanches dans la lutte antiraciste de sorte à ce que ça se retourne pas contre eux dans l'autre sens non plus. Voilà. Il y avait d'autres questions. Pas mal la question. Ah oui, je vais faire vite. Alors moi c'était pas une question, je vais juste du coup interpeller parce que du coup il y a deux personnes du coup de deux partis de gauche et je vais parler moi à ma petite échelle. Juste pour vous dire ce que je sais que vous faites partie visiblement de deux partis de gauche et moi il n'y a aucun problème, hein, moi je suis de gauche etc. Mais il faut savoir que la seule personne qui a demandé à nous recevoir au centre LGBT, à recevoir toutes les associations, c'est une personne encartée chez les Républicains. C'était la seule invitation qu'on a eue de cette part-là et les partis de gauche ont été complètement absents. On n'a eu aucune demande de rencontre qu'on puisse à l'association. Ah bon? Sur la FTPF? Sur la FTPF? Alors moi je représente pas le centre hein, pour le coup. Mais il faut bien voir aussi que les LGBT-phobies sont très très présentes à Toulon et qu'on essaye au max, mais que
en dehors de quelques actions un petit peu coup de poing qu'on arrive à faire, on arrive à se faire entendre, ben, les partis de gauche en tout cas nous soutiennent, on va dire publiquement, mais derrière ben, il y a plein de fois où des fois on est complètement mis de côté et que ben, en fait c'est d'autres personnes qui prennent la place. Donc c'est aussi pour ça que je voulais intervenir. Voilà, je suis là uniquement pour faire la publicité d'un film qui est remarquable et qui engendre et qui recoupe bien toute la problématique qu'il y a au niveau du racisme, de l'exploitation, etc. C'est donc 2 + 2 = 5 de Raoul Peck. C'est un film à voir absolument. Ça permet de comprendre le fond du racisme, etc. Parce que c'est bien de parler des événements, des résultats du racisme, mais il faudrait savoir pourquoi les gens sont comme ça. Et c'est pas si à Toulon on est dans une ville beaucoup plus peut-être raciste qu'ailleurs, il y a peut-être un aspect grosse base militaire qui joue. Voilà. Merci. Sacha, tout à l'heure vous avez parlé de Sarcelles, de l'exemple de Sarcelles. Vous pouvez nous en parler, nous dire ce qui s'est passé de particulier? Merci. Moi, je voulais juste vous dire que j'étais content de vous voir là, parce que vous êtes de la nouvelle génération qui est en train de réveiller le SOS Racisme. Quand vous regardez la moyenne d'âge des gens qui sont dans cette salle, on a l'impression qu'il n'y a plus que des vieux qui se battent pour la politique, et la gauche en particulier. Donc ça nous fait du bien de vous voir. Et... Comment ? Il y a quelques jeunes, oui. J'ai parlé de moyenne d'âge comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et la question, si c'en est une, c'est comment faire la jonction entre votre génération qui est en train de monter et nos générations qui sont en train de se battre pour nos droits. Je vais commencer. D'ailleurs, merci pour vos questions et vos interventions qui sont toutes très pertinentes et très intéressantes et qui aussi soulèvent des sujets qui sont très importants pour nous et pour notre lutte. Donc merci beaucoup. J'espère que vous en aurez d'autres. Je voulais rebondir très rapidement sur ta question, Madi, sur le racisme anti-blanc et comment est-ce qu'on fait en sorte que les blancs se sentent concernés par ce sujet-là, si j'ai bien compris. Le racisme anti-blanc, je le rappelle, c'est un concept qui a été inventé par le Front National de Jean-Marie Le Pen. C'est pas quelque chose qui existe. C'est un concept. C'est Renaud qui et puis ça rejoint la théorie du grand remplacement de certaines personnes qu'on adore tous ici. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça. Et comment on fait pour que les personnes blanches se sentent concernées? Et ben en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'adresser. Et quand on entend des choses comme ça, quand on entend les théories de racisme anti-blanc, du grand remplacement, etc., et ben en fait ça donne envie de baisser les bras parce que du coup c'est des personnes qui vont être dans la confrontation avec nos idées, des personnes blanches pour la plupart, mais pas seulement. Et en fait c'est des idéologies qu'il faut déconstruire. D'entendre le racisme anti-blanc, ça existe, c'est quelque chose qui prend une seconde de notre vie. De se rééduquer à ce sujet-là et de comprendre quelle est la source du racisme. Pourquoi, moi je parle pour mon expérience personnelle, pourquoi moi je suis privilégiée et pourquoi du coup ce que je vis, parce que certes les blancs peuvent vivre certaines formes de discrimination, je dis pas l'inverse, mais moi ce que je vis c'est pas du racisme, c'est de l'éducation et ça passe par une compréhension quand même plus évoluée de notre société que celle de simplement entendre des discours, et c'est pour ça aussi que les discours de haine et les discours négationnistes se propagent. J'espère que j'ai répondu à ta question et je vais donner la parole à mes amis. Merci Agathe, mais c'est vraiment ça, même de petite précision. En plus, Jean-Marie Le Pen à l'époque il parlait des racismes anti-français. Non mais je dis pas. Non mais je dis pas ça, j'explique. Non mais je voulais repréciser la question parce que je dis pas que le racisme anti-blanc ça existe, pas du tout. Mais juste, je dis comment on fait pour que les blancs ne se sentent pas oppressés justement et se retournent pas contre la lutte antiraciste. Ah oui, d'accord.
Ah oui, là c'est autre chose, c'est pas la même question. Enfin, c'est plus une intervention. Alors, je doute, précisément, du coup, l'idéologie du racisme anti-blanc, c'est de penser que justement le blanc pourrait être oppressé parce que blanc. Et donc, il a l'impression. Je peux. Donc, du coup, nous, ce qu'on explique justement avec la question du racisme anti-blanc et comment est-ce qu'on le déconstruit, c'est qu'en fait, il y a la question de la hiérarchisation des races. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est acquis pour la plupart, mais je vais quand même le refaire quand même, parce que je peux essayer de parler à tout le monde. C'est la question de la hiérarchisation des races, et le principe du coup qu'en gros, pour faire très bref, en haut de la pyramide, il y aurait les blancs, en bas les noirs, avec d'autres groupes ethniques au milieu, et puis c'est celui qui se rapprocherait le plus de l'animal, en gros. Donc la déshumanisation, etc. Parce que si on considère l'autre comme un animal, on peut aussi du coup l'esclavagiser, l'inférioriser, l'oppresser, le dominer et compagnie, et l'assouvir. Et donc c'est ça en fait. Que nous on dit, c'est qu'on ne peut pas inverser cette pyramide-là et qu'il y a, du coup, en France, jamais eu d'inversion de ce système-là, alors que, en fait, on l'a connu avec l'esclavage, avec la colonisation, etc. Cette idéologie-là, elle a des conséquences, et les discriminations, etc., etc. Il y a des gens qui, du coup, consentissent ça, et c'est l'extrême droite qui viendrait dire que, justement, du coup, nous, on viendrait grand remplacer, et qu'à la fin, on serait tellement nombreux, ou assez nombreux, pour inverser cette balance-là, ou réinverser cette pyramide-là, et oppresser les Blancs. Alors autant vous dire qu'on est très très loin de ça, hein. Je pense qu'on est à tout péter dans ce pays, 16-17%. Alors si on arrive à vraiment bien convertir les gens et ils se disent qu'ils vont se rallier à notre cause, mais à mon avis ça va être assez compliqué. Donc il faut faire attention à ces idées-là un petit peu fumeuses, etc., qui sont quand même très loin d'une réalité et qui sont d'ailleurs des théories qui ont été théorisées en fait pour justement maintenir cette idéologie-là, raciste, etc., et jouer avec la peur en fait des gens. Ce que fait très bien l'extrême droite depuis de nombreuses années dans notre pays. Et donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler si tu veux après en informel pour qu'on précise 2-3 petites choses. Donc juste par rapport au racisme anti-français, et c'est très très important, et c'est ce qu'on dit aussi nous à SOS Racisme, c'est Jean-Marie Le Pen qui a théorisé le racisme anti-blanc en parlant de racisme anti-français. Et en fait on dit plus racisme anti-français parce que dire racisme anti-français, alors que c'est dans la tête de beaucoup de gens aujourd'hui quelque chose d'acquis, qu'on peut être noir ou arabe et être français, c'est repréciser en fait qui du coup on pointe du doigt, qui du coup on va mettre à la marge de la société, c'est les noirs et les arabes, ou les personnes qui sont issues de minorités ethniques. Donc en fait la volonté de repréciser racisme anti-blanc, c'est précisément par rapport à ce que tu as dit et ton inquiétude, et ta peur qui est légitime mais qui ne sera plus après, on va discuter, t'inquiète, qui du coup fait qu'aujourd'hui malheureusement dans notre pays il y a des gens qui en fait très concrètement se disent en fait ces gens-là ils ne nous aiment pas, ces gens-là nous veulent du mal, etc. Et c'est aussi défaire d'une certaine façon aussi l'appartenance et la pleine appartenance des minorités et des personnes qui sont issues de l'immigration à la société française. Parce que si vous vous méfiez de votre voisin, croyez-moi, vous l'intégrez pas. Vous l'intégrez pas dans la vie de la société, dans la vie de la police. Et c'est ce que nous on dénonce aussi avec ce projet-là. Et c'est pour ça aussi qu'on intervient et que en fait il y a du racisme et que l'extrême droite elle monte aussi dans ce pays-là. C'est qu'ils arrivent à agiter la peur. C'est que malheureusement l'extrême droite aujourd'hui elle arrive à faire subsister une peur chez les gens parce que en fait ils se rendent compte qu'on est aussi français qu'eux. Ils se rendent compte qu'on arrive à occuper des postes de responsabilité. Ils se rendent compte évidemment aussi qu'on arrive à parler aussi bien qu'eux, qu'on arrive à s'intégrer aussi bien qu'eux dans la société, à occuper des postes de responsabilité, à être aussi intelligent, à avoir les mêmes capacités. Et en fait toute cette pyramide là vient un peu se déconstruire un petit peu parce que de fait ils se rendent compte. Et donc il y a vraiment aussi un projet de civilisation, un projet de société que eux ils défendent qui est à l'encontre d'une autre. Et c'est aussi pour ça que l'extrême droite elle est aussi forte. On parlait tout à l'heure de la question de l'insécurité et de l'immigration. Nous, c'est quelque chose que, en tout cas, nous, par rapport à toute petite prise de parole, j'essaie de répondre un petit peu à tout, c'est quelque chose que nous, on porte à SOS Racisme, et je pense qu'il y a une séquence qui a été très très choquante, et encore une séquence qu'on a perdue, c'est la question de la loi Asile et Immigration. Je pense qu'on ne peut pas ne pas en parler, et je pense qu'il y a eu vraiment un revirement. Je ne vais pas vous refaire la leçon, parce que je pense que vous avez tous et tous été dans la rue concernant cette loi abjecte et raciste, mais ça a quand même converti et mis beaucoup de gens qui normalement font partie de ce qu'on appelle l'arc républicain. Ça leur a mis un petit peu justement le pied à l'étrier du racisme, de la xénophobie et de la stigmatisation des migrants, des immigrés, des descendants d'immigrés dans notre pays. Et c'est une séquence qui, pour moi en tout cas, est significative dans ce qu'on peut connaître aujourd'hui de ce qui est plus abject, c'est-à-dire l'amalgame qui existe et qui persiste sur les personnes qui sont issues de l'immigration, sur les personnes qui migrent, qui sont immigrées, et sur justement comment on s'attaque à leurs droits, comment on s'attaque à leur dignité. Et donc c'est aussi pour ça qu'on était dans la rue à ce moment-là. Je pense que vous aurez plus à en dire que moi. Mais vraiment, moi, cette période-là, pour moi, elle veut dire beaucoup de choses. Elle est significative dans vraiment presque justement cette bascule de tous ceux qui normalement étaient républicains, même si on leur a jamais donné notre confiance, qui ont commencé un par un à laisser les digues tomber. Et pour moi, cette période-là, elle veut dire beaucoup aussi de l'État aussi,
dans lequel la gauche se trouve aujourd'hui, c'est qu'on a été incapable de gagner cette séquence politique-là. Et depuis, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a vraiment une ribambelle de séquences qu'on perd. Il y a vraiment une ribambelle de sujets aussi que la gauche a abandonné. Et c'est un point de repère, moi, presque, dans mon militantisme à moi, par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc je voulais en parler, juste comme ça, par rapport aux différentes prises de parole qu'il y a pu avoir, tout simplement. Sarcelles. Ah, sur Sarcelles. Oh, ok. Et du coup, sur Sarcelles, c'est le plan Pluradis. Donc le plan Pluradis, c'est un référent dans chaque mairie sur les questions de racisme, de discrimination, donc tous les critères de discrimination et l'antisémitisme, ce qui n'existe pas partout. Donc je vous invite à vous renseigner si vous voulez. Après, je pourrais, je sais pas, le transmettre à ceux qui ont pris les contacts et qui pourront faire le travail de l'envoyer, ou des militants des SOS Racisme le feront. On vous déchargera. Ouais, c'est le plan Pluradis. C'est un référent du coup dans chaque ville qui s'occupe des questions de racisme, de discrimination et d'antisémitisme, et celui aussi qui va essayer d'ouvrir des cadres de parole dans des quartiers pour faire discuter les jeunes, donc la police et la population, qui va aussi gérer les rapports police-population avec justement la police municipale, donc ils n'ont pas non plus du coup ils gèrent pas la police nationale, etc. Ils peuvent avoir 1 ou 2 représentants, mais c'est très compliqué, qui vont aussi ouvrir les cadres de discussion entre les différentes communautés. Sarcelles, c'est un peu un exemple, hein. Vous avez une représentation quand même très forte de la communauté juive, la communauté arabo-musulmane, de la communauté chrétienne, catholique, etc. Donc c'est tout ce que le référent normalement du plan Pluradis va avoir à faire. Je ne vais pas détailler tout le plan parce que je crois qu'il y a plus de 50 motions, plus de 50 actions, de choses dont le référent Pluradis est en charge. Je ne vais pas tous les énumérer, mais c'est plein de choses. C'est de faire en sorte que par exemple il y ait des activités culturelles, d'ouverture, de sensibilisation avec plein d'associations, etc., etc. Mais donc c'est un poste qui est tenu par un employé, un salarié à la mairie et qui s'occupe toute l'année de faire en sorte que dans les écoles, il se passe des choses, que dans les MJC il se passe des choses, dans les maisons de quartier il se passe des choses, que les jeunes ils puissent être en lien avec les organisations syndicales, associatives, etc. Dans la ville, les sections dans les villes, etc., etc., etc. Et donc je trouve que c'est une super bonne initiative. Je trouve que c'est le minimum qu'on peut espérer aujourd'hui peut-être dans certaines municipalités qui se disent de gauche. Parce que normalement, et moi je me rappelle d'une époque qu'on m'a conté, hein, je n'étais pas là, où chaque militant même ou chaque adhérent d'un parti politique devait normalement, et c'était obligatoire d'ailleurs pour être encarté, pour avoir des responsabilités, devait être militant dans une association, dans un syndicat, etc. etc. Cette obligation-là, ça fait 3 mois par exemple qu'elle n'existe plus au Parti Socialiste et chez les jeunes socialistes. Bon, je ne sais pas si c'est très étonnant, mais en tout cas, aujourd'hui, moi je trouve que c'est grave quand même que cette obligation-là, elle ait été retirée des statuts il n'y a que 3 mois, hein, alors que normalement, si on veut voir loin, etc., on est censé justement aller à l'inverse de tout ça. Et donc ça veut dire aussi peut-être de l'État aussi, de nos partis politiques, sur comment est-ce qu'ils perçoivent l'intérêt de faire partie d'associations, de syndicats, de collectifs, etc., etc. Merci. Deuxième et dernière fois. Je pense que la question de Madi est tout à fait intéressante et importante, et que le racisme est universel. Et moi, dans mon boulot, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, et partout, on rencontre du racisme. On ne peut pas balayer comme ça, d'un revers de main, la question du racisme anti-blanc, parce qu'il existe. Après, il faut y réfléchir, parce que quand tu évoques Le Pen, je pense que Le Pen n'a absolument rien théorisé. Il a balancé des éléments de langage qui sont repris par la communication et qui font que ça fonctionne. Sans ça, le RN, le Front National, ou le Front National RN, ne serait pas aux portes du pouvoir. On y a échappé très peu la dernière fois, et c'est malheureusement pas acquis que ça ne revienne pas dans un an de façon absolument dramatique. Donc ça mérite réflexion et d'aller un petit peu au-delà de ça, parce que ça existe. Et que la démarche, quand on est dans la lutte antiraciste, il faut qu'elle soit à minima européenne. Il y a les réseaux comme ECRI qui existent. Je ne sais plus si SOS en fait partie ou pas, mais ECRI a eu du mal à poser ses racines au niveau européen, mais et la tentative en France d'installer ECRI n'a pas fonctionné. Et l'échec de ça a été constaté dans les locaux du MRAP il y a quelques années, en présence d'SOS et de quelques autres. Donc il faut reprendre ça, je pense, sur une réflexion sur un côté universaliste. Et c'est pas ça que je voulais dire. Par rapport à la question de Madi, très rapidement,
Je voudrais quand même dire que la plupart des gens ici le savent, mais que dans le Var, les organisations syndicales, associatives et politiques ne sont pas restées les deux pieds dans le même sabot, puisqu'il existe la Codex, la coordination contre l'extrême droite, qui a sorti ces derniers temps des documents. La question, c'est de savoir si, au-delà de la surface départementale de la Codex, comment il y a des possibilités d'intégrer des choses au niveau local, évidemment par rapport au municipal, Toulon, etc. Mais donc, pratiquement, j'ai envie de dire, chacune des communes du Var, de voir comment ça se réfléchit pour faire que si, par exemple à Toulon, puisqu'on est à Toulon, la catastrophe, la Valette arrive, qu'on puisse être opérationnel très rapidement, quelqu'un parlait d'observatoire, d'identifier tout de suite les mesures qui seront prises, principalement contre la culture, contre le social, etc. Et pas que, parce que c'est leur première cible. On l'a vu, je crois que c'est Clara qui vient de Perpignan. Moi, on a de très bonne relation avec la section de Perpignan, on échange pas mal, et on voit les mesures qui ont été prises. C'est un autre laboratoire du Front National, et on espère que ça ne le sera pas pour Toulon. Mais voilà, donc il y a quand même des éléments où la Codex a développé, c'est aussi avec les limites de l'exercice, publié des communiqués, fait des documents qui ont été distribués assez largement, justement sur, y compris les phonés de l'extrême droite, puisque, y compris la Valette, la première, se présente sans étiquette, mais c'est pas la seule, c'est une stratégie nationale et particulièrement bien appliquée dans le Var, par le, moi je dis toujours Front National, excusez-moi, le Front Rassemblement National, parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. Voilà, donc, et maintenant il faut voir quelle stratégie développer pour faire que dans les endroits où, si la cata arrive, on puisse être collectivement et tous ensemble opérationnels pour faire que ça ne se renouvelle pas au municipal de la fois suivante. T'inquiète pas, Roland, il y a eu Ralfron dès qu'ils sont passés. Il y a quoi? Ralfron. Ralfron. Il y a eu de suite Ralfron qui s'est créé. Oui, mais bon, ça serait mieux si ça venait pas. Bonjour, déjà merci de venir nous parler devant. Moi j'ai une question qui n'a rien à voir, qui est un peu plus pratique. Je voulais savoir quelle a été, comment s'est passé votre tour, comment ont été les étapes. Est-ce que vous avez eu des oppositions qui sont fortes? Est-ce que vous étiez majoritairement devant un public de convaincus? Est-ce que ça a été l'occasion de pouvoir recruter dans l'association, ou est-ce que ça reste un petit peu compliqué? Voilà, quels sont vos ressentis sur le tour de temps? Oui, merci. Je voulais repréciser par rapport à ce qui a été dit par Roland. Moi, j'ai absolument pas dit qu'il y avait du racisme anti-blanc. J'ai juste dit, je ne crois pas là-dedans. Et je pense que vous pourrez expliquer mieux que moi pourquoi ça n'existe pas, en tout cas en France. Mais ce que je disais simplement, c'est comment on fait pour intégrer les personnes blanches à la lutte antiraciste. Et du coup, ma question, c'était par rapport à ce que vous aviez dit au tout début. Donc, à la fois, vous avez tous les deux parlé de la France insoumise, et de manière très différente. Vous, en premier, vous avez dit que la France insoumise avait tenu des propos qui s'apparentaient à l'antisémitisme au niveau national. Et en deuxième... Mélenchon, pas oui, Mélenchon. Je suis désolée, je ne veux pas accuser qui que ce soit. Voilà. Et ensuite, vous aviez dit, à l'inverse, que les députés insoumis, si je reproduis bien ce que vous avez dit, étaient les seuls à venir vous soutenir dans le combat des indépendantistes kanaks, notamment avec votre oncle qui était en prison. Il n'y en a qu'un seul. Oui, et du coup, comment on explique cette asymétrie en fait de soutien là c'est la France insoumise en particulier, mais ça peut être globalement une bonne partie de la gauche. Comment on explique cette asymétrie de soutien aux luttes antiracistes et antifascistes? Des explications politiques. Donc je vais commencer à répondre, et puis après je pense que les filles pourraient parler aussi de la question du coup des retours d'expérience sur les différentes étapes. Juste par exemple par rapport à ce qui vient d'être dit là, et par rapport à Roland qui nous explique que le racisme anti-blanc ça existe. Du coup, nous, à SOS Racisme, on a une ligne qui est très très claire. En fait, on parle pas de racisme anti-blanc parce que je l'ai expliqué tout à l'heure. En fait, j'ai expliqué la hiérarchisation, etc. Avec les positionnements précis des groupes ethniques.
on va pas polémiquer dessus pendant 3 heures. En fait, je pense que normalement, enfin, j'ose espérer quand on est des antiracistes convaincus que c'est quand même presque des choses qui sont acquises. Et j'ose espérer en tout cas quand on est représentant de la Ligue des droits de l'homme, en tout cas c'est quelque chose d'acquis. Et je trouve ça quand même assez hasardeux de dire quand même dans une réunion publique que le racisme anti-blanc et le racisme c'est universel et que le racisme anti-blanc ça existe. Mais je vais passer la frustration sur un autre sujet et je vais aller sur, il est juste là. Du coup sur la question de la France insoumise. En fait, et d'ailleurs je pense que du coup, enfin j'ai pas nommé Roland, mais peut-être que du coup on peut aussi pointer le fait que malheureusement aujourd'hui aussi l'extrême droite, elle a réussi à faire infuser, même à gauche, des idées, des choses qui aujourd'hui sont aussi reprises par des gens de notre camp politique. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de l'exigence vis-à-vis de notre camp politique. C'est que malheureusement aujourd'hui aussi dans notre camp politique, parce qu'on dit l'extrême droite, mais nous on dit qu'on est antiraciste. Donc on mène la lutte antiraciste. Et partout où il y a du racisme, on dénoncera le racisme. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est l'extrême droite, les Rassemblements nationaux et le Front National, enfin anciennement le Front National, et qui sont racistes et dont on sait tous qu'ils sont racistes, etc. On va faire qu'un focus sur nous, partout où il y a du racisme, on sera là et on dénoncera le racisme. Et aussi les théories fumeuses, comme le racisme anti-blanc par exemple. Et donc du coup, sur la question pour revenir à la question de la France insoumise, évidemment, c'est du coup un mouvement qui est en phase, il faut le dire aussi quand même, avec beaucoup de nos idées, qui ont des valeurs qui sont proches des nôtres, etc., qui ont été des soutiens du coup à la lutte du FLNKS, etc., en Nouvelle-Calédonie. Et donc on n'est pas du tout en train de dire que tout est binaire, donc c'est pas vous faites ceci, vous faites pas cela, vous faites pas cela, vous faites pas ceci. Nous c'est des alliés. Par contre on pointe du doigt le fait que malheureusement à certains moments il y a des dérives, comme tout à l'heure j'ai cité aussi la dérive de Jérôme Gued sur la question du port du voile et de l'islamophobie. Enfin, on a été le seul pays, encore je le rappelle, parce que la pédagogie c'est la répétition. En fait, on est le seul pays des JO qui interdit en fait aux femmes voilées de porter le voile, par exemple. Et ça, c'est éminemment islamophobe. Donc un député du Parti Socialiste, donc un député de gauche, sur un live de l'Humanité, disent et on demande devant tout le monde et compare la croix celtique au port du voile, oui c'est un problème. Et c'est une personnalité de gauche qui dit ça. Il a tenu des propos islamophobes, évidemment. Jean-Luc Mélenchon, quand il joue de l'ambiguïté sur la prononciation phonétique de Glucksmann, Epstein et Epstein, oui c'est antisémite. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On a dressé le constat, on avance, on crée de la discussion. Quand les gens dénoncent l'antisémitisme, est-ce qu'on peut écouter aussi ce que les gens ont à dire? Est-ce qu'on peut écouter ce que les concernés ont à dire? Est-ce qu'on peut aussi écouter par exemple quand les gens disent qu'il y a des problèmes de racisme même dans nos camps politiques et dans nos organisations, alors que c'est des organisations de gauche qui sont historiquement à gauche dans les luttes antiracistes, dans les luttes antifascistes, etc., qui peut advenir des problèmes et qui peut avoir des discours qui sont problématiques, il faut le dénoncer, comme évidemment ça a été le cas par exemple avec le mouvement MeToo, où il y a des femmes aussi qui ont dit... On peut s'écouter si vous plaît, excuse-moi Sacha, mais il y a un petit bruit de fond là. Ce des intervenants m'a dit, enfin, on n'a pas compris quand les dames s'expriment, on ne comprend pas. C'est vrai. Je pense qu'il y a un problème de micro. Ouais. Il s'exprimerait à haute voix. Peut-être les gens entendraient mieux. Il faut nous le dire si vous entendez pas. Ça n'a rien de discuter entre vous. Et ce sont les intervenants. On a pris 3 ou 4 questions. Donc oui, ils donnent des réponses longues. Essayez à haute voix. Je peux intervenir pour qu'elle dise. Non, avec le micro c'est bien. Mais ça va. Alors, excusez-moi, juste, on essaye de se respecter, ok? Donc, on a des intervenants, enfin, ils sont venus de Paris pour vous voir, ils sont là, ils répondent à vos questions, c'est ok. Ils sont très fatigués d'ailleurs, et on pourra aussi d'ailleurs poursuivre l'échange juste après. Voilà, et c'est pas une... C'est pas une tribune politique ici, on est là pour avoir un échange sur l'antiracisme. Enfin, non, mais c'est super bien qu'il nous prends le micro parce qu'on n'a pas entendu. Prends le micro. Il faudra baisser un peu le son. Je peux parler plus doucement, mais je peux juste parler du coup et finir. Enfin, je suis désolé. Enfin, c'est quand même bizarre de couper les gens comme ça, de crier au fond. Je parle dans la valette, on se détend. Ah bon? Non, mais on est non. Donc du coup, juste pour finir, c'est que c'est important d'écouter et d'entendre la parole des personnes qui sont concernées. Et donc quand on dénonce des comportements qui sont problématiques, c'est pas pour discréditer, c'est pour dire que des fois il peut aussi advenir des problèmes dans nos propres camps politiques et que c'est important de les dénoncer parce que la première des choses, je pense, quand on est exigeant vis-à-vis des autres, c'est d'être exigeant vis-à-vis de notre camp politique. C'est juste ça. Du coup, pareil, je reviens un peu sur ce qui a été dit par rapport au racisme anti-blanc. Du coup, je ne vais pas refaire toute l'histoire de ce que c'est.
Mais je pense qu'il y a une importance aussi, que ce soit en Afrique subsaharienne, dans les Outre-mer, à prendre conscience en fait que ces endroits-là ont vécu des réalités fortes. On est face quand même à, que ce soit en Guadeloupe qui a été colonisée en 1735 par Napoléon Bonaparte. La Nouvelle-Calédonie, c'est la même histoire. C'est toujours Napoléon Bonaparte. Et je pense, si je ne me trompe pas, il faudra me le dire, Napoléon Bonaparte est blanc. Donc à partir d'un moment, quand on parle pas de racisme anti-blanc, mais moi je vais dire de discrimination envers leur couleur de peau, parce que aussi il y a une réalité historique, coloniale dans ces endroits-là, qui font qu'aujourd'hui il y a une haine envers ces personnes-là. Mais il ne faut pas venir en fait utiliser ce genre de situation qui aujourd'hui pèse, je peux comprendre, sur la communauté blanche, comme du racisme anti-blanc. À partir du moment où en fait, même si on dit que ça a été utilisé par l'extrême droite, que c'est eux qui ont mis ce terme en avant là, il faut prendre conscience en fait qu'avant même que ce terme soit utilisé, il y a une histoire aussi du fait qu'on peut en fait inverser le rôle dans le racisme aujourd'hui et dire aujourd'hui en fait les blancs aussi eux ils en subissent. En fait non, ils n'en subissent pas, c'est impossible de dire ça parce qu'en fait c'est eux qui sont à la base aussi de tout ce que les minorités vivent aujourd'hui, que ce soit en France, mais toujours sur leur île. Enfin, la Guadeloupe, la Martinique, elle est toujours sous la colonisation. La Nouvelle-Calédonie, elle est toujours sous la colonisation. Et pardon, mais quand je vous parlais de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, aujourd'hui, on aura beau faire, donc là on a déjà fait 3 référendums depuis 2017, on aura beau en faire un 4e, il y aura toujours un non. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de blancs en Nouvelle-Calédonie que de Kanaks. Donc en fait, on ne peut pas me dire aujourd'hui qu'il y a du racisme anti-blanc dans ces endroits-là, parce qu'en fait, nous, on est même minoritaires sur nos propres îles. Et c'est quelque chose d'impensable. Jamais je me serais dit ça. Et comment on l'a su ? On l'a su aux législatives. Aujourd'hui, on a un député sur 2 en Nouvelle-Calédonie qui est blanc, qui fait partie des loyalistes et qui est contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Ce mec vient aujourd'hui nous dire « Moi, je suis né en Nouvelle-Calédonie et je reçois du racisme. » En fait, non, tu ne reçois pas du racisme. Arrête de dire n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui prenais les armes en 2024 pour venir tirer sur des jeunes. Mais aujourd'hui, tu viens nous dire que à la télé, tu subis du racisme. En fait, ça c'est pas du racisme anti-blanc, je suis désolée. On pourra dire ce qu'on veut, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Et en fait, moi, pardon, mais moi, ça m'énerve ce genre de propos. Parce que pour moi, c'est impensable de me dire qu'aujourd'hui, un blanc subit du racisme. Parce que je pense pas qu'aujourd'hui, c'est un blanc, il va venir, il va postuler à un endroit, et que moi, je vais postuler à un endroit, je pense pas que j'aurai le poste par rapport à lui. Je pense pas qu'aujourd'hui, si il écrit son nom sur un CV, il va être discriminé parce qu'il a un nom français. Je pense pas que ce genre de choses ça existe, et c'est pour ça que nous aussi on fait des testings, parce que c'est important aussi de démontrer que ce genre de choses il arrive, et qu'aujourd'hui par exemple si moi j'appelle une agence et que je dis en fait j'ai envie de louer un endroit, mais par contre je voudrais pas de noirs, je voudrais pas d'arabes, je veux que des blancs, ben, ça va pas être la même chose que si on dit aujourd'hui moi je veux pas vendre à des blancs, je veux vendre qu'à des noirs et à des arabes. Si un jour moi j'appelle et je dis ça, on va me dire mais pourquoi vous voulez pas vendre à des blancs, je comprends pas. Alors que si je vais venir aujourd'hui, je vais dire je vais pas vendre ça à des arabes, je vais pas vendre ça à des noirs, on va me dire bah ok, il n'y a pas de souci, si vous voulez, bah, je peux comprendre que vous voulez pas vendre à des noirs et des arabes parce que ils s'entraînent, ne tiennent pas, parce que ils vont délabrer votre logement. En fait, aujourd'hui on peut pas me dire en fait que aujourd'hui si je vais en Algérie et qu'ils vont m'insulter de sale blanc, c'est parce qu'ils sont racistes envers les blancs. Non, parce qu'en fait il y a eu une réalité. Il y a eu de la colonisation. Du jour au lendemain, des Blancs sont arrivés en Algérie, y ont posé les pieds, ont décidé de mettre leur politique et nous on n'a dû rien dire. Bah oui, aujourd'hui c'est normal aujourd'hui qu'il y ait une petite haine quand même envers la communauté blanche parce qu'il y a eu un passé, il y a eu une réalité qui fait qu'aujourd'hui l'histoire d'Algérie est différente, qui fait qu'aujourd'hui l'histoire de la Nouvelle-Calédonie est différente, qui fait qu'aujourd'hui l'histoire des Antilles est différente. C'est parce qu'aujourd'hui, en France, on a de l'eau. En Guadeloupe, il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire, tu peux te lever un matin et en fait, il n'y a plus d'eau. Tu peux pas te doucher, tu peux pas faire de vaisselle, tu peux pas laver ta pelouse, tu peux rien faire. Parce qu'aujourd'hui, même au niveau politique, les Antilles sont délaissées. Et pour autant, nous, on est obligé de ne rien dire, on n'a pas le droit de demander l'indépendance parce qu'aujourd'hui, on doit être régi sur la politique française, on doit accepter qu'Emmanuel Macron soit notre président. En fait, moi, c'est impossible que je me dise ce genre de choses parce qu'aujourd'hui, on est délaissés. Ça fait de nombreuses années que la Guadeloupe manque d'eau, que la Guadeloupe n'a pas de ressources propres, potables. On peut même pas boire l'eau du robinet, c'est impossible parce que l'eau elle est sale. Alors qu'on pourrait, je sais pas, faire du drainage dans nos rivières pour avoir l'eau potable, parce que l'eau de nos rivières elle est bonne, mais pour autant rien n'est fait. Il n'y a aucunement de choses qui a été faites au niveau même de nos ressources. Et aujourd'hui en fait, c'est très simple à comprendre.
Emmanuel Macron, quand il va venir nous dire à nous aujourd'hui, Canada, quand il a regardé droit dans les yeux de mon oncle et qu'il lui a dit en fait c'est vous accueillez pas les blancs chez vous convenablement, alors que ça fait depuis 1853 que la Nouvelle-Calédonie elle est régie par les colons, que Napoléon Bonaparte a fait ce genre de choses-là, que Napoléon Bonaparte en Guadeloupe a décidé d'ici 1700 et quelques de dire bah en fait je rétablis l'esclavage et on recommence encore à zéro. Alors merci. Alors comment c'est aujourd'hui pensable de me dire que le racisme anti-blanc il existe dans ce genre de droits? En fait je pense qu'il faut juste prendre conscience aussi que ces gens-là ils ont subi des choses, ces gens-là ils ont perdu du monde. Moi dans ma famille il y a eu des émeutes en 1988, avril 1988 en Nouvelle-Calédonie. Eh ben parmi les 19 indépendantistes il y a quelqu'un de ma famille. En fait c'est pas possible que chaque fois qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ces îles-là, en fait des familles soient touchées. Je pense qu'il y a aussi un besoin de prendre conscience qu'en fait on ne peut pas parler de racisme pour tout et n'importe quoi. Il faut prendre conscience aussi qu'en fait, il y a des réalités qui font qu'il y a de la discrimination. On ne peut pas parler de racisme. Donc pour moi, c'est impossible. Enfin, surtout de la part d'un adulte. Enfin, je me pose des questions quand même. J'aimerais ajouter quelque chose qu'on n'a pas mentionné, alors que c'est, je trouve, essentiel. En France, et je vais recadrer un tout petit peu sur la France parce que SOS Racisme, c'est une association française. On vous parle de l'urgence des municipales et des présidentielles en France, naturellement, et dans les territoires d'outre-mer, logiquement. En France, on ne meurt pas parce qu'on est blanc. Ça n'existe pas. Donc en fait... Ah non, c'est juste ça, j'ai rien d'autre à ajouter. Alors, il est tard, je vais prendre peut-être 2 ou 3 dernières questions. Juste, ils n'ont pas répondu au retour d'expérience par rapport aux enfants. Les étapes. Différentes étapes. J'étais trop énervée par oui, pardon, pour répondre à ta question, moi j'ai fait pas mal d'étapes là pour le coup. J'ai fait Narbonne, Perpignan, j'ai fait Bordeaux, j'ai fait Toulouse, j'ai fait du coup Marseille, là, Toulon. Et ouais, on voit quand même une vraie différence. Après, tout logiquement aussi, c'est dû aussi à l'univers politique de chaque ville. Moi, je sais que du coup, ma première étape c'était Narbonne et ensuite Perpignan, et j'ai fait face à un vrai décalage quand même avec après Toulouse ou Bordeaux, mais c'est notamment par, on sait tous que c'est l'UALIO qui est à Perpignan et qui régit énormément au niveau politique depuis maintenant 6 ans je crois à Perpignan, et on voit la différence même chez les jeunes qui vont très vite nous parler encore une fois de racisme anti-blanc, et ce qui est triste moi je trouve c'est que c'est les personnes racisées qui vont mettre en avant ce genre de termes, et ça montre aussi en fait un peu la pression qu'ont ces personnes-là aussi dans ces territoires-là. On a eu de très bonnes villes. Moi je me rappelle que Toulouse ça s'est très bien passé, Bordeaux ça s'est très bien passé. Je pense pas forcément que... ça peut dépendre, je pense, des gens, mais ça peut aussi avoir une importance aussi de l'entourage que l'on a. Moi, je sais que, par exemple, j'ai eu beaucoup autour de moi de propos qui n'étaient pas forcément très bons, alors que je suis une personne racisée moi-même. Donc, on peut aussi dire que, par contre, entre personnes racisées, on peut avoir des termes qui ne sont pas forcément bons auprès d'autres communautés. Et ça permet aussi de prendre conscience qu'autour de nous, il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes et qu'on peut aussi... faire les choses en sorte que les choses aussi changent dans notre entourage. Il y avait des différences aussi de cas, par exemple à Toulouse, je sais que la question qui revenait c'était le racisme asiatique, et par exemple là on l'a pas évoqué, mais à Toulouse par exemple on en a parlé parce que justement une streameuse sud-coréenne s'était fait discriminer à Toulouse. Donc c'est une question qui était remontée par les médias et qui fait qu'aujourd'hui les jeunes étaient devant nous et nous disaient en fait vous parlez beaucoup de racisme envers certaines communautés, mais par exemple pas celle des asiatiques. Donc vraiment c'est en fonction aussi les médias, les réseaux sociaux, l'environnement politique, c'est ce qui joue aussi dans ce qui évolue énormément pendant nos étapes, et c'est ce qui change aussi beaucoup d'une étape à l'autre. Mais je pense que j'espère en tout cas que par nos récits de vie, par les réponses qu'on a aussi auprès des gens, qu'il y a une prise de conscience, comme nous on essaye de faire avec nous-mêmes parce qu'on n'est pas parfait, comme nous on essaye de faire avec nos proches, notre entourage. Et on espère en tout cas que ça va porter nos fruits pour les prochaines municipales qui sont très proches, et que justement on apporte des questions aussi, où on essaie, déjà nous-mêmes on est de Paris, donc on n'a pas conscience aussi de l'environnement de tout le monde, donc ça me permet moi déjà personnellement d'avoir conscience de ce qu'il y a autour,
Parce que moi, je viens de Franche-Comté, donc je sais déjà que là où je suis née, c'est raciste. Je sais très bien, en tant que personne noire, je sais comment c'est. Moi, mes parents étaient tous les deux militaires quand on était à Belfort. Donc, d'une certaine manière, le régiment où ils étaient, ils accueillaient beaucoup de personnes d'outre-mer. Donc, il y avait cette facilité un peu plus, je trouve, pour mes parents d'être à Belfort, même si entre communautés d'outre-mer, il y avait des propos aussi discriminants entre eux. Donc j'avais quand même cette prise de conscience, et pour certains aussi, on grandit avec nos parents qui nous disent, tu vois, faut faire attention autour de toi, faut prendre conscience que les gens sont pas tous pareils, qu'ils vont pas s'adresser à toi de la même manière. Dès notre naissance, en fait, on peut être discriminé. On a un petit qui, en Provence, s'appelle Zaïd, il venait de naître, il s'est fait insulter, il a reçu des propos racistes. Il vient de naître, l'enfant n'a même pas quelques heures, il reçoit des propos racistes. Il y avait le petit Madoua qui a disparu à Neuilly-Plaisance la semaine dernière, et il n'aura jamais conscience de ça parce que malheureusement on a appris qu'il était décédé, qu'il était tombé à l'eau. Mais lui aussi, en fait, sa mère a reçu des propos d'une horreur que même moi, en fait, je prends conscience en fait qu'un petit autiste noir non-verbal qui disparaît, en fait, pour certains, c'est même pas un problème, on s'en fout un petit peu, c'est même pas médiatisé. Donc voilà, c'est tous ces enjeux-là aussi qu'on prend conscience aussi que les réalités ne sont pas pareilles. C'est pour ça qu'on vous demande aussi en général de nous expliquer vos réalités pour comprendre ça, et c'est ce qui enrichit aussi ce projet-là. Et juste, si je peux rajouter, tu as demandé si ça avait permis de recruter. Et oui, c'est un projet qui donne souvent très envie aux jeunes. Moi, sur les étapes que j'ai suivies, et notamment à Perpignan et à Toulouse, ça a vraiment permis de recruter et de faire vivre le comité sur place. Donc voilà. Oui, et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le comité local de Toulon, il y a une fiche, on l'a dit tout à l'heure, qui est juste là, où vous pouvez noter vos coordonnées pour qu'on vous recontacte. Donc du coup, je vais prendre 2 ou 3 dernières questions, et après, on pourra échanger de manière plus informelle. Bonsoir, c'est juste un témoignage pour conclure un peu ça. Moi, je suis arrivé de ma Tunisie natale en 72 et j'avais 18 ans. À l'époque, personne n'avait des papiers. Et les entreprises qui venaient, même les paysans de hier et de la région, ils venaient attendre le bateau avec 4 heures d'avance à la Joliette, quand il débarque des immigrés. Et tout ce continent, Ahmed, tu veux travailler? Non, tu veux travailler. Ils remplissaient, ils mettaient 9, c'est des fourgonnettes, 9, et c'était comme ça. Et on travaillait sur les chantiers chez les paysans. Alors il y avait un chef de chantier, on était une trentaine, ils nous appelaient tous Ahmed. Ahmed, où Ahmed, où? Et un jour, j'en avais marre. Moi, je m'appelle Youssef. Je dis, je ne vais pas répondre. Alors, Ahmed, mais bouge ton cul. Je ne réponds pas. Mais je passe à côté, je dis, ça va, monsieur François? 1 heure après, ça va, monsieur Bertrand? Je ne m'appelle pas Bertrand. Je dis, moi, je m'appelle Ahmed, pas Ahmed. Et en fin de compte, c'est le mépris. En 72, déjà. Voilà. Pour parler du racisme. Vous pouvez m'appeler Youssef, c'est pas aussi compliqué que ça. Mais tous les Maghrébins, on était des Ahmed. On était manœuvre dans le bâtiment. Alors, je travaillais pour quelqu'un, au bout de 11 jours, le copain il demandait à ce que je paye mon loyer et ma part de bouffe. On était à 8 dans un studio. Et j'ai demandé un acompte. C'est bien, un acompte, c'est un petit peu sur le salaire. Vous savez ce qu'il m'avait dit? T'as qu'à aller voir Bourguiba pour te faire payer. Bourguiba, c'est le président de l'époque de la Tunisie. Alors, tout ce qu'on raconte, c'est pas nouveau. Ceux avant moi, ils l'ont vécu. Merci pour ce témoignage. Je vous invite peut-être à continuer les échanges avec nos militants de manière plus informelle. Enfin, on reste là, vous inquiétez pas. Oui. Très bref, je rejoins un peu la question de la jeune fille là-bas au fond sur comment vous avez parlé de votre circuit, mais moi j'aimerais bien savoir votre association. Vous avez un siège à Paris, c'est ça? Vous avez des permanents et vous avez des subventions? D'accord. Ben moi je vous remercie parce que ça fait plaisir d'avoir un jeune qui témoigne. Voilà.